Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, je laisse la parole à Elodie. On va faire une restitution des travaux de groupe. Oui, voilà, donc en fait, comme je vous avais dit, l'idée c'est que chaque groupe présente un petit peu le résultat, enfin en tout cas les premiers résultats de votre recherche, que ce soit sur la production ou sur la réception. Donc vous allez avoir 5-10 minutes chaque groupe pour expliquer un petit peu sur quoi vous travaillez, comment vous y êtes pris et où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez comme résultat jusque-là. L'idée étant que vous puissiez comparer d'un groupe à l'autre. Sur la réception, par exemple, ça vous donne d'autres exemples d'entretiens que vous pouvez comparer avec vos propres entretiens. Et puis sur la production aussi, ça vous donne d'autres exemples de structures productrices. Et ça vous permet de voir est-ce que vous avez abordé les mêmes questions, est-ce qu'il y a des choses complémentaires que vous pourriez rajouter, etc., etc. Et puis, donc on va faire ça, comme ça on verra déjà le temps que ça prend, ça risque déjà de nous prendre une bonne partie de la séance, et puis s'il reste du temps, vous aurez de nouveau un petit temps pour travailler en groupe sur la fin de la séance. Et peut-être avant de commencer cette mise en commun collective, on voulait aussi en profiter pour voir s'il y avait encore des questions, des incertitudes, des choses à préciser concernant les attentes pour l'évaluation, les attentes pour le dossier de façon générale, tant qu'on est là toutes les deux, peut-être pour répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez des choses qui vous tracassent, qui ne sont pas claires. Ça va ? Ça va ? Ok, super. J'ai répondu un petit peu au fur et à mesure en passant dans les groupes. Mais ok, super. Si tout est clair, c'est très bien. Est-ce qu'on a un compte de temps on peut mettre... ça soit fait. Il y a combien de groupes en tout encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça met 10 minutes chacun. Ça va déjà presque faire les 2 heures. Et ben ouais. On va faire ça, 10 minutes maximum. Ok. Tu veux que je mette un petit timer ? Je peux le mettre. Ok. Alors, donc vous avez 10 minutes maximum pour chaque groupe. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer ? On fait un peu dans l'ordre de ce qu'on avait noté ? On fait dans l'ordre de ce qu'on avait noté. Ouais, vas-y. Alors, on va commencer par le groupe de Constance, Vincent et Gaël. Alors, je crois que vous êtes 2 à avoir travaillé sur Actes Sud. Enfin, on va voir. Allez-y rapidement. Donc, vous avez 10 minutes. On met un timer, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Allez-y. On vous écoute. Alors, je me rapproche. Parlez bien fort pour que tout le monde vous entende. Alors nous on travaille du coup sur Actes Sud, qui est une maison à Arles, si j'ai bonne mémoire, je ne confonds pas la ville. Du coup on est côté production nous, et pour la production en fait on étudie principalement leur site. Ils possèdent 2 sites différents, en fait ils ont Actes Sud pour la librairie donc objet physique, et ils ont Actes Sud audio pour tout ce qui touche au livre audio. Et en fait notre méthode d'analyse consiste à d'abord regarder les ouvrages présents côté littéraire matériel, pour ensuite voir quels ont été ceux qui ont été adaptés en livre audio, et en fonction de ceux qui sont adaptés, voir s'il y a des nuances particulières sur pourquoi ils ont été adaptés. Par exemple, il y a une autrice, j'ai oublié son nom, en fait elle est belge mais d'origine japonaise. Du coup, elle fait tous ses livres sont adaptés. En gros, tout se passe au Japon. Il y a une série de livres que tout se passe au Japon. Et pour les livres audio, en fait, ils ont mis en avant les doubleurs, en leur mettant leur pédigré, on va dire. Par exemple, certaines comédiens de doublage, je dirais, ils ont remporté des prix en fonction de leurs prestations. Du coup, ils mettent ça en avant sur la page du livre audio pour inciter les gens à l'écouter en mode regardez, elle a remporté tel prix de tel concours prestigieux, du coup ça donne un appui. Mais du coup il y a aussi le fait que chaque livre audio est livré avec un sort de PDF qui reprend des termes japonais et qui les traduisent en français, parce que justement dans les livres audio en fait elles gardent des termes japonais
Par exemple, il y a la fête du Sakura, du coup, mais le problème c'est que tout le monde n'est pas au courant que Sakura, ça fait référence ça définit le cerisier. Du coup, dans en fait, je sais même plus comment ça s'appelle. Leur lexique, en fait, ils disent, ils ont traduit des termes. Du coup, ça c'est intéressant à étudier. Après, au niveau, si on prend plus du côté, si on tourne notre vision du côté, je dirais, comment dire, d'entreprise, en fait, on voit qu'ils ont des stratégies de marketing pour justement engranger des bénéfices. Parce que justement, la production de livres audio, il y a un prix, ça coûte, il y a énormément de matériel à louer, il faut des salles, il faut une équipe qui fasse la prise de son, en plus de la personne qui double le livre, parce que ils sont payés, en général, ils sont payés à la séance. Donc, en fonction du nombre de séances qui sont calées, c'est un coût. Il ne faut pas oublier que pour Actes Sud, même si il faut une offre variée pour les personnes qui ont des difficultés, des handicaps et du coup qui privilégient le livre audio. C'est quand même une entreprise, du coup ils cherchent à générer des bénéfices. Donc ils vont pas faire leur projet à perte, ça serait débile de faire ça. Donc il y a pas mal de trucs à exploiter, on n'a pas encore terminé. On voulait voir aussi quelle était la spécificité du livre audio par rapport au fait que Actes Sud, c'est quand même une maison d'édition qui est vachement centrée sur les auteurs d'origine étrangère. Ils ont énormément de catalogues en langue étrangère, avec beaucoup de langues différentes, surtout des langues qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce qu'on a l'habitude de voir traduit de l'anglais, de l'espagnol, enfin des langues assez courantes. Mais eux, ils ont vraiment énormément de langues. Et du coup, on voulait voir qu'est-ce que ça implique de mettre en production un livre audio qui est traduit de l'étranger. Et aussi, par rapport à ça, on a voulu aussi s'intéresser du coup un peu à l'histoire de la structure, savoir si ça avait toujours été comme ça. Et justement, on a vu que c'était quand même un truc déjà, c'est une édition, une maison d'édition familiale qui est assez récente quand même, mais qui a été repris par la fille du fondateur et qui a gardé la même volonté du coup de mettre en avant des œuvres d'origine étrangère. Il y a encore du temps? Oui, après, en fait, on a 10 minutes, mais sur 10 minutes, il faut que vous parliez. Là, vous êtes presque à 5 minutes, et donc on peut vous poser des questions et faire des retours, parce que c'est plus constructif de faire comme ça. Donc vous avez fait vraiment un travail sur le catalogue et sur les informations que vous aviez en ligne. Vous n'êtes pas déplacé, vous n'avez pas essayé de faire... On a essayé de contacter Actes Sud. Moi, j'ai essayé de les contacter parce que moi, je ne pouvais pas me déplacer. Après, on va parler peut-être de se déplacer plus tard. Moi, j'ai essayé de les contacter, mais j'ai pas eu de réponse. Je les ai contactés par mail, j'ai pas eu de réponse, et je les ai appelés, mais j'ai pas eu de réponse non plus. Mais je pense que je vais essayer. Enfin, voilà, c'est une bonne démarche. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. On voit aussi la complémentarité écrit audio avec ce document en fait en PDF, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, alors c'est des auteurs traduits en français, ce catalogue, mais du coup ça pose des enjeux particuliers en fait dans le passage à l'audio. Donc ça c'est vraiment bien de montrer, et peut-être voilà dans votre travail pour mettre en avant les livres traduit, donc là c'est intéressant le cas de cette autrice dont vous parlez, mais ce serait bien d'avoir une idée de est-ce qu'il y a des langues privilégiées sur d'autres, sachant que l'anglais, alors là-dessus vous avez les travaux de Gisèle Sapiro, qui vient de faire paraître un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un auteur mondial, mais qui a aussi un livre qui s'appelle Translation et les contradictions de la globalisation éditoriale. Donc elle travaille sur l'édition et la traduction dans le monde et les flux en fait de livres d'une langue à l'autre. Et ce qu'elle montre dans ses travaux, c'est que il y a des langues dominantes, l'anglais. Voilà. Ce qui domine, c'est l'anglais, l'américain et les livres de grande production qui sont les plus commerciaux, donc qui sont vraiment les succès de librairie. C'est ça qui domine dans le flux de traduction. Et voilà, comment Actes Sud se situe là-dedans? C'est des questions un peu théoriques que vous pouvez poser en fait, et voir si le livre audio, ça confirme ce qu'on observe globalement dans les choix privilégiés de livres traduits, ou ça infirme, voilà, dans quelle mesure. Après, je sais que j'avais vu, il faut que j'explore la piste, parce que le problème c'est qu'elle est
je sais pas si on peut vraiment exploiter à 100%. En fait, ils ont une collection qui s'appelle Atelier Actes Sud. Et en fait, c'est une édition de livres faite pour tout ce qui touche au scolaire, collège et lycée. En fait, ce sont des livres qui sont fournis avec différents documents en format PDF, audio ou vidéo. Et en fait, ça permet à l'élève, de mieux comprendre les intentions derrière l'écriture du livre, le message que l'auteur cherche à faire passer. Et dans certaines feuilles, j'ai pu voir on a des sortes d'interviews et de commentaires de l'auteur sur pourquoi j'ai écrit, les problèmes qu'il a pu avoir lors de l'écriture, etc. Et en fait, c'est une collection qui a l'air d'être en collaboration pour les professeurs et les enseignants, pour les aider à construire leurs cours et leur fournir, on va dire qu'Actes Sud fait le travail en fait, en partie parce qu'ils leur fournissent des audios et des vidéos. Par exemple, si le livre est tiré d'une pièce de théâtre, par exemple, on peut accéder gratuitement à des vidéos qui retracent l'ensemble de la pièce de théâtre, en fait. Donc ils peuvent voir, je crois que j'ai vu c'était une vidéo de 2 heures et c'était toute la représentation de la pièce, mais qui est fournie du coup gratuitement une fois qu'ils achètent la collection. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant de voir aussi comment le son peut être mobilisé dans un cas pédagogique en fait. Montrer la littérature jeunesse. Peut-être qu'on peut enchaîner. Ouais. Vous avez d'autres. Il vous reste 1 minute. Si vous avez d'autres choses à dire, des questions. On a observé une diversité au niveau des ouvrages. Par exemple, ils font du roman, ils font des livres plutôt qui sont historiques. Par exemple, ils ont une collection sur la préhistoire, les dinosaures, ce genre de choses, ou alors sur les mythes, je crois que c'est les mythes romains et grecs. D'accord. Un livre audio, du coup. Ouais, c'est intéressant ça. Et il y a combien, est-ce que vous avez pu comptabiliser le nombre de livres audio dans le catalogue ou pas? Parce que c'est pas forcément une quantité énorme. Je sais pas à peu près combien. Vous avez un ordre de grandeur ou pas? En fait, le problème, c'est que si on devait tout calculer, ça voudrait dire qu'on devrait regarder toutes les traductions des langues. Non, ne faites pas ça, mais disons si il est assez facile d'avoir le catalogue des vidéos qui ne sont pas très nombreux, je me disais peut-être ça vaudrait le coup de faire une petite base de données sur Excel pour compter un peu rigoureusement. Parce qu'en fait, moi j'aurais aimé faire ça, mais j'aurais aimé le comparer avec le nombre de livres papier. Oui, ça c'est un peu difficile, mais peut-être que vous avez des données que la maison annonce elle-même. Justement, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est pour ça que je voulais les contacter à la base pour savoir justement combien de... On va voir sur le guide sur Actes Sud, peut-être que vous pouvez aussi peut-être partager cette vidéo, après vos analyses seront les vôtres, mais... Ok. Ouais. Et il faut bien regarder la manière dont la maison se présente, effectivement. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça a rendu. Alors, le deuxième groupe sur Actes Sud. Parlez bien fort. Ça nous a semblé assez intéressant. Du coup, nous, on s'est beaucoup penché sur le catalogue qui est présent sur le site. Ouais. Et vous avez posé la question. Nous, on a comptabilisé 137 livres audio. D'accord. Ils ont commencé en 2017 et la première année, ils ont fait que 3 livres audio. Après, pendant 1 an, ils n'ont rien publié. Et après, c'était plutôt régulier. Et c'est surtout cette année où ça a vraiment augmenté, où il y a 77 livres audio qui ont paru cette année. Ça c'est super intéressant. Et en fait, leur objectif au début, c'était de publier 2 livres audio par mois. Et ils justifiaient ça par le fait que ça coûte environ 10 000 € de produire un livre audio. Et en fait, l'objectif n'a jamais été atteint, sauf cette année, où il a été atteint et dépassé. Alors ça fait écho à l'actualité du livre audio. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a été sollicité avec Elodie pour faire des émissions de radio en quantité. Voilà. Et parce que Spotify met du audio, et donc tout le monde, il y a un frémissement, disons, en ce moment, dans l'actualité. Et voilà, donc c'est pas anodin que ce soit cette année aussi. Oui, surtout qu'on a trouvé un article en 2006 qui disait que la maison d'édition elle est très frileux envers tout ce qui est numérique.
Au début, ils avaient déjà eu beaucoup de mal à se lancer dans le livre numérique, et c'est pareil pour l'audio. 2019, on trouve que c'est un peu tard par rapport aux autres maisons d'édition. Et par rapport pour les dates de publication, généralement, ils publient beaucoup de livres audio en avril et en novembre, ce qui n'est pas dans la rentrée littéraire ou la petite rentrée littéraire. Les hypothèses, c'est soit qu'ils veulent alterner, soit qu'ils ont besoin de temps entre la publication papier et la publication audio. Sachant qu'ils n'ont pas de tendance particulière, il y a 3 grands blocs, soit ils publient en même temps audio-papier, soit c'est des publications qui sont entre le format broché et le format poche, soit c'est complètement des années après, donc ils n'ont pas vraiment de tendance là-dessus. Et par rapport à la c'est un catalogue qui est très diversifié, c'est un peu à l'image de la maison d'édition qui a l'air un peu élitiste, mais en fait ils essayent de se diversifier, il faut juste être assez curieux pour pouvoir accéder à ce genre de livres. Et la plupart des livres audio, c'est des romans francophones. Et la deuxième catégorie, c'est les polars, surtout avec les polars suédois de Camilla Läckberg, je ne sais pas si je prononce bien, qui est presque systématiquement traduit dès qu'elle fait un livre. Et après, sinon, ils essayent de se diversifier. Cette année, ils ont lancé un thème qui est première lecture, premier roman. C'est la première fois qu'ils font de la jeunesse. Et sinon, il y a fantasy, SF, romans étrangers, comme ils avaient dit, avec tout ce qui est japonais. Et pour la tranche de prix, ce qui est vachement mis en avant sur le site, on trouve, c'est le format MP3 plutôt que CD. Et c'est entre 7 et 25 euros. Sachant que les plus petits prix, c'est souvent pour les jeunes et c'est des livres audio qui font moins d'1 heure. Et le reproche qu'on aimerait faire, c'est qu'on trouve que les livres audio sont pas du tout mis en avant sur le site. Par exemple, quand on tape le titre du livre sur le site, il sort en numérique, il sort en papier, et pas pour tous les livres. L'audio n'est pas proposé partout. Par exemple, Nos enfants après eux, on s'est dit qu'on allait prendre un livre en particulier, surtout qu'il sort au cinéma, il est prix Goncourt. En fait, quand on tape le titre, l'audio ne sort pas. Donc on trouvait ça un peu intéressant, et pareil sur leurs réseaux sociaux, ils parlent presque jamais d'audio-livre. Donc ça, c'était pour tout ce qui est sur le site, et sinon on a un entretien, si tout va bien, vendredi. Super, bravo. Bon, c'est un peu bizarre, du coup ça fait une mise en concurrence, mais en même temps je pense que c'est intéressant de voir que vous n'avez pas pris les choses de la même manière, pas eu forcément les mêmes données, etc., que vous êtes plus ou moins avancé, donc c'est très intéressant. Et je pense que vous avez... il y a plein de choses passionnantes dans ce que vous avez dit. Je ne sais pas si tu veux réagir tout de suite. Non, vas-y. Mais oui, sur la mise en avant qui est pas forcément faite, et sur le calendrier de publication, c'est passionnant. Parce que les éditeurs, effectivement, alors ils publient surtout la littérature, c'est vraiment la rentrée littéraire septembre, et puis le début d'année, en fait. C'est vraiment les calendriers usuels, et là on voit qu'on n'est pas sur les mêmes moments, et les questions que vous posez sont très pertinentes, je trouve, et vraiment ce sera des questions à leur poser aussi. Je pense qu'ils auront des choses à dire là-dessus. C'est très bien d'avoir observé ça, et aussi ne mettre pas en avant ça sur les réseaux sociaux. Je pense que votre observation va même les intéresser, parce que comme je vous dis là, on voit qu'ils montent en puissance cette année sur la quantité, et en fait c'est arrivé aussi sur le marché du livre français en ce moment, et donc ils vont peut-être s'y mettre, à mettre en avant les livres audio, et le fait d'avoir observé ça, c'est un retour qui peut aussi être intéressant pour eux. Bon, après donc 137 livres audio sur le catalogue, c'est pas si énorme que ça. Alors vous pourriez peut-être, suggestion sur les deux groupes, donc vous êtes les seuls à avoir choisi la même structure, mais plutôt que de vous mettre en concurrence, vous pourriez peut-être collaborer, j'en sais rien, si vous avez déjà la liste des 137 livres, vous pourriez peut-être essayer de faire une base de données à deux. Suggestion. Voilà, si vous avez besoin de conseils sur Excel, il faut mettre une ligne par titre, vous mettez des colonnes, et ensuite je peux vous envoyer un site qui... c'est une historienne qui s'appelle Claire Le Mercier, qui a plein de très bons conseils pour faire des tableaux Excel
quand on n'a jamais fait ça. Et ça vous permettra de faire des comptes, justement, 137 livres. Vous pouvez compter assez facilement la question des langues, hein, des pays d'origine, des hommes, des femmes. Est-ce que c'est des auteurs, des autrices? Ça pourrait être intéressant de mettre ces variables-là. De regarder la part d'auteurs français, des francophones qui ne sont pas français, mais qui, voilà, et de regarder ce que vous avez observé en termes de genre, le roman, et puis polar, et puis voilà, de regarder les genres. Je pense que ce sera un petit enjeu intéressant de faire ça avec vos deux groupes-là. Voilà. Ouais. Je gère ça en tout cas. Et puis, je sais pas, si vous avez l'entretien aussi, regardez depuis combien de temps ils ont un éditeur ou une éditrice spécialisée dans les livres audio, depuis combien de... Pourquoi il y a eu cette montée en puissance à ce moment-là. Ça, c'est vraiment des questions intéressantes que vous pouvez poser. Parce que sur 137 livres, 77 cette année, c'est vrai que c'est presque la moitié en fait. C'est plus de la moitié, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est complètement fou. Enfin voilà, ça confirme. Ouais, la tendance générale du marché. Ouais, la tendance générale. Et puis le côté un peu exponentiel en fait, j'ai l'impression, ces 5-6 dernières années, voilà, le fait que, bon bah là, il y a vraiment un intérêt qui est décuplé. Donc c'est un très bon choix. Elodie? Non, après, rien à rajouter. On passe au groupe qui est sur Benjamin Média. C'est Laïs, Flore, Eve et Mélina. Donc, on travaille sur Benjamin Média, c'est une maison d'édition qui se situe à Montpellier. On a fait un entretien avec Rudy Martel, qui est le directeur de la maison. Et lors de cet entretien, on a aperçu une tendance à un peu mettre à côté le changement des lignes éditoriales depuis la sortie de sa créatrice. Donc on a fait un travail surtout sur le changement de... Très bien, super, c'est super intéressant. D'accord. Donc on a parlé plutôt de l'histoire, de la structure, sur l'histoire aussi de ces deux personnes qui ont sorti des milieux complètement différents et ont des approches différentes à la littérature jeunesse. On a évoqué aussi des questions de positionnement économique, symbolique. Très bien. Et on a fini pour le catalogue, on a fait une analyse un peu générale, parce que comme c'est une maison qui est exclusivement dédiée à les livres audio, on a parlé un peu du cas ils ont comme livre. Mais si vous voulez compléter. Moi, c'est plus des remarques sur la maison d'édition. On a été un peu surprise du résultat de l'entretien parce qu'on ne s'attendait pas trop à ce positionnement-là. Après, parce que ça a encore un statut d'association, donc moi c'est juste une incompréhension un peu sur le changement de ligne éditoriale, pourquoi ce changement-là et par exemple la suppression du comité, etc. Pourquoi est-ce que... Ouais, parce que... Alors expliquez un peu. Au début, ça fait environ 10 ans qu'ils ont supprimé un comité de lecture qui a été formé par des bénévoles qui travaillaient sur des côtés plutôt liés à des professionnels en retraite qui travaillaient sur la handicapée, de littérature pour les handicapés. Et donc, après que Rudy Martel a devenu le directeur, il a décidé de les supprimer pour pouvoir prendre des décisions totalement seul. Donc on a aperçu une tendance à centraliser les décisions et penser plutôt en rapport économique, en rapport du marché, plus qu'un rapport lié à les personnes handicapées. Ce qui est un peu surprenant puisque c'est un statut d'association, ça pose un peu question de pourquoi il s'est retrouvé à la tête de cette association alors qu'il n'a pas l'air
Non, ça c'est un avis personnel, mais il a l'air quand même porté plus sur le côté artistique. Tout à fait. Ouais. Et beaucoup moins du coup maintenant sur le sujet des enfants handicapés. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et il rejette totalement l'image militante, enfin, vous verrez dans le dossier, il ne veut plus du tout être reçu comme une structure militante qui fait de la représentativité. Ça touche pas. Surtout maintenant, on voit que tous les livres ils sont prévus pour les enfants qui entendent bien, soit qui voient bien, ou pour des enfants qui n'ont pas de handicap. Mais il y a aussi le livre qui vient avec, mais c'est un peu un bonus si on veut d'avoir ce livre en braille, mais c'est plus le truc central de la maison de produire pour les enfants avec un handicap visuel. C'est bon. Si. Je sais pas si quelqu'un... Et ça, est-ce que vous avez pu poser la question si l'enjeu c'était de devenir une structure éditoriale rentable, hein, qui n'aurait plus besoin justement, parce qu'ils ont perçu des aides aussi. Effectivement, enfin, votre étonnement il est légitime, je pense, parce que il y a cette manière de dire, ben voilà, on n'est pas rentable parce qu'on est lié aux malvoyants et donc on a des aides, on a eu des aides très longtemps, ils ont fonctionné comme ça. Et là, est-ce qu'il y aurait à l'horizon un nouveau modèle économique? Ouais, normalement, on a posé des questions sur comment ils se financent. Et ils ont en fait, il y a moins de subventions qu'on a pensé. Je ne me souviens pas exactement de les chiffres, mais comme ils font des travail aussi pour les partenaires, ils font des livres audio aussi pour des grosses structures comme Amazon, etc. Comme ils ont des studios Oui, ils louent le studio. Ils les font. Ah oui, en fait, ils font des prestations pour ces d'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, ils ont un moins de subventions que prévu. Donc, oui. En fait, c'est une maison rentable. Et c'est une maison rentable, mais du coup, c'est intéressant parce que, enfin, moi, ce qu'il m'avait dit aussi, c'était qu'il se plaignait qu'il y avait moins de subventions qu'avant. Donc c'est aussi une manière de réagir en fait, et de dire, bah, effectivement, comme ils ont été pionniers sur l'équipement, les studios, etc. D'accord, donc c'est assez intéressant ça. Ok, super. Très intéressant. C'est très bien. Et après, sur le catalogue, ce que vous avez observé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup plus de livres pour les... Enfin, donc ils sont classés en taille S, M, L. Donc S, c'est pour les tout petits. Et donc c'est la grosse majorité, hein, c'est bien ça. Ouais. Ils font plus de L maintenant. Ils ont arrêté. Carrément. Et pourquoi ils ont arrêté alors? Parce qu'il y avait personne qui a acheté. Ah, très bien. Ça marchait pas assez, c'était trop cher. Et il y avait aussi... du coup, L, c'est pour les plus grands. C'est ça. Et en fait, ils ont remarqué que à cet âge-là, les enfants, ils étaient plus trop attirés par les images. Ils voulaient vraiment lire comme ils voulaient... ils avaient ces acquis-là. Du coup, ils voulaient vraiment se lancer dans la vraie lecture. Le papier... Et du coup, ils étaient moins intéressés par le papier. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit que dans tous les choix de catalogue, effectivement, ils vont prendre les choses qui peuvent mieux marcher en librairie. Il y a une sorte de rationalisation des choix, c'est vraiment intéressant. Et aussi dans le catalogue, alors est-ce que vous avez regardé un petit peu, parce qu'il y a des stars, ils ont quelques autrices et auteurs et interprètes qui sont vraiment... Enfin, à la fois, je pense qu'il y a des personnes un peu maison, mais il y a aussi, voilà, assez diversifié. Je sais pas si vous avez... Ils ont des grands noms comme Édouard Monceau. Mais après, dans l'entretien, c'est pas du tout les personnes qui nous mettaient en avant. Ils avaient leurs préférés, des personnes un peu moins connues, qui mettaient plus en avant du coup dans l'entretien, parce que c'était les personnes qui étaient plus... ils préféraient leur voix, c'était vraiment des choix préférentiels. Après, oui, dans le catalogue, il y a des grands noms, et aussi, par exemple, pour Édouard Monceau, ils aiment bien parce qu'il fait les deux, il fait l'illustration et les textes, etc. Mais c'est vrai qu'en comparaison avec les autres structures de livres audio un peu de la même gamme, disons par exemple Gallimard, j'ai l'impression que, après on a eu un entretien donc forcément on a plus d'infos, mais en parcourant les sites etc on a l'impression qu'ils portent vraiment beaucoup plus d'attention à la création artistique et aux voix, aux images, et tout est bien. Enfin, par exemple sur le site on a énormément d'informations sur justement le processus de création. Il y a beaucoup, il y a tous les noms qui apparaissent à chaque fois qui a été
dans le processus et c'était vraiment quelque chose qui manquait par exemple sur le site de Gallimard ou d'autres sites Lizzy ou d'autres. Donc ça se voit que c'est vraiment central dans ce livre. Mais aussi, voilà, ils se mettent en avant comme faisant du livre audio de qualité. Donc je pense que là, comme on voit dans le marché, il y a un intérêt un petit peu sur le marché et la consommation qui augmente. Et eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont l'expertise de long terme, ils ont l'équipement, et ils mettent en avant la connaissance du terrain, de la fabrication, etc. Ce qui est tout à leur honneur. Ouais. Super, c'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, à partager? Je sais pas. Non. Je sais pas. Pour le côté rentable, j'ai l'impression qu'ils cherchent à être rentable, mais vraiment que c'est vraiment le côté artistique qui privilégie, quitte à pas être rentable justement. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Parce que leur but c'est de faire 6 livres par an. Ouais. Ils n'arrivent pas vraiment à l'atteindre, le but c'est plutôt 4. Et du coup, ils ont des dates assez précises. C'est février, mai, août, septembre pour la rentrée littéraire et octobre. Et c'est vraiment des dates qui sont calculées en fonction justement de ce qu'il nous a expliqué qu'il y avait un mois de latence pour recevoir les sous, etc. Du coup, c'est calculé pour en fait avoir une rentrée d'argent régulière pour pouvoir continuer à produire. Intéressant. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment, il y a encore ce statut associatif, les aides, etc. Et puis, c'est. Parce que oui, en fait, effectivement, je pense qu'il y a malgré tout, c'est pas les. Enfin, ce qui est un peu un repoussoir pour Willy Martel, mais par exemple, Marlène Jobert et Hachette qui sont dominants sur le marché enfant livre audio. Voilà. Il y a aussi cette double position, quoi. Mais là, il me semble, c'est très intéressant tout ça. Donc, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup d'informations pour un dossier assez court. C'est vrai. Donc, on a essayé un peu de se centrer sur cette côté des changements des lignes. C'est très bien le changement de ligne. C'est une bonne problématique. Ouais. Et après, si vous avez votre transcrit d'entretien, vous pouvez mettre en annexe, vous pouvez faire. N'hésitez pas, pour la base de données, là, Actes Sud aussi, n'hésitez pas à mettre des annexes. Voilà. Donc, si vous avez par exemple, le catalogue de livres audio, c'est tout bête, mais c'est une annexe super intéressante, je pense. Enfin, si ça vous. Voilà, trouvez la manière de présenter les choses, mais n'hésitez pas à ajouter des petites annexes et à vous y référer dans vos dossiers. Est-ce que du coup on fait tous les groupes sur la production ou on alterne un peu? On prend en réflexion. Ok. Alors après on avait, lorsqu'on avait noté là, le groupe avec Joachim, Yanis et Elliot sur la réception. Nous, il y a encore le fait que donc Yanis s'occupait de faire l'entretien sur les thèmes, donc il n'a pas encore pu nous envoyer cette transcription. Ah oui, d'accord. On a déjà travaillé sur les entretiens qu'on trouve sur le modèle du cours. D'accord. Donc on s'est réparti les tâches. Moi je m'occupe plus de la partie sur les profils sociologiques, donc je vais plus parler de ça. Donc on voit déjà que rien que dans les âges, on a une assez bonne répartition dans les profils. On a une personne qui est en début de vingtaine, 2 personnes à la trentaine, mais une plus au début, une plus dans la deuxième moitié. Et la personne de l'entretien est censée être une grand-mère. Donc on a des points de vue assez intéressants là-dessus. Très bien, une grand-mère. Et notamment dans leur éducation, c'est des profils intéressants aussi. Donc on a une personne qui est arrivée en France à 18 ans et qui est colombienne à la base. Donc elle a bénéficié d'une autre éducation, avec une autre méthodologie et surtout d'autres marqueurs culturels. Et on a une autre personne qui a été éduquée dans un système différent. Je sais plus le nom exact, c'est l'éducation agricole ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un système alternatif que moi-même je connaissais pas trop avant. Et on a la dernière personne qui elle a eu une éducation plus habituelle en France. Et également donc j'ai regardé aussi les professions de leurs parents et les familiarités des parents avec la lecture, pas forcément audio, la lecture en général. Et donc beaucoup avaient des grandes bibliothèques chez eux, des parents assez littéraires. Mais on voit que c'est pas toujours directement efficace, parce qu'il y en a qui sont pas forcément extrêmement proches de leurs parents, et donc ils n'ont pas trop reçu cette envie de lire de leurs parents. Même du coup certains n'aimaient pas lire à cause de ça.
Et donc ça va être d'autres lieux de socialisation qui les ont apportés. Donc des fois l'école, mais aussi c'est passé beaucoup par le travail. Beaucoup de personnes ont passé de leurs collègues, vont parler de leurs collègues, soit donc leurs collègues qui les recommandaient les livres audio. Et inversement, certaines personnes sont aussi devenues des vecteurs de transmission des livres audio en recommandant eux-mêmes cette méthode de consommation à leurs collègues. Donc c'était assez intéressant à voir. Aussi vu aussi en fonction des situations économiques qui souvent les gens disaient que c'était un frein souvent dans les a priori qu'ils avaient, mais on voit que c'est pas tout le temps impossible à surmonter parce que beaucoup de gens en fait se tournent vers des sites illégaux pour y avoir accès gratuitement, et ça permet d'éviter cet obstacle et que plus de monde ait quand même accès aux livres audio. Et au-delà de ça, dans les profils sociologiques, ça varie aussi beaucoup selon le travail. Il y en a qui arrivent à incorporer même leurs écoutes dans leur travail et ça les encourage à le faire plus. Et derrière, peut-être en fonction des autres habitudes culturelles que les personnes ont, là aussi il y a des choses assez intéressantes. Et ça peut soit se combiner, soit s'opposer. Par exemple, une personne qui joue beaucoup aux jeux vidéo, ça va bien fonctionner parce qu'elle peut facilement écouter des livres audio en fond pendant qu'elle joue à des jeux qui ne sont pas trop demandants intellectuellement. Mais par contre, une personne, par exemple, qui est surtout très penchée sur la musique, et là, ça devient en opposition parce qu'il faut un peu choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans nos oreilles, est-ce qu'on va écouter ou faire de la musique, ou est-ce qu'on va écouter un livre audio. Du coup, de mon côté, j'avais aussi quelques pistes. J'ai commencé l'analyse croisée, l'entretien. Du coup, les personnes dont on a analysé l'entretien, elles ont souvent donc des pratiques culturelles assez éclectiques, donc pour rejoindre le cours, et du coup peut-être que la lecture de livres audio s'inscrit aussi dans cet éclectisme. Aussi, dans les lectures audio, il y a une plus grande proportion, en tout cas dans les entretiens, de lectures légitimes que dans les lectures papier. Que ce soit des lectures plus développement personnel qui sont vues comme des lectures légitimes dans les entretiens mises en avant, ou des lectures de classiques qui sont plus mises en avant, alors que pour la lecture papier, il y en a aussi, mais il y a une plus grande proportion quand même de lectures plus de fiction, etc. Donc pour ça, j'ai quelques hypothèses. Ça peut être pour contrebalancer potentiellement le manque de la moindre légitimité de la lecture audio. Ça pourrait être parce que la lecture audio serait plus associée à aux nouveaux médias et les nouveaux médias dans lesquels le développement personnel est plus mis en avant, à travers les podcasts, je sais pas. Et aussi il y a une troisième aussi hypothèse, c'est que les pratiques de lecture moins légitimes, romans, BD, etc., sont aussi beaucoup apprises dans l'enfance, en tout cas dans l'entretien. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est très lié au papier, parce qu'il y a des habitudes qui sont apprises dans l'enfance de lecture papier, de bande dessinée, de romans, etc. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord. Pour le développement personnel, ça me paraît pas forcément évident de le définir comme une lecture légitime. Je sais pas ce que tu en penses, Elodie. Ouais, moi je dirais plutôt que c'est pas très... Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est pas très légitime. Il y a un livre je crois que vous l'avez en vidéo, je sais pas, la vidéo de Denis Marty. Il y a un livre dans la bibliographie sur les lectures du développement personnel. Oui, en fait, dans les lectures non fictionnelles, je pense que les choses qui sont légitimes, ça va être de la philosophie, des sciences humaines, histoire, sociologie. Je ne sais pas pour la sociologie. Thomas Piketty, Capital au XXe siècle, qui devient assez surprenant, un succès qui a été en livre audio. Ce genre de choses, mais le développement personnel, c'est beaucoup associé à la presse, aux magazines, avec, je sais pas, de psychologie un peu bas de gamme, etc. Donc je suis pas sûre que à des lectures plus féminines que masculines. Oui, voilà. Donc moi je pense pas que ça soit très. Mais après, je pense que les lectures je pense en revanche que les lectures de développement personnel sont plus lues ces dernières années par des personnes plus diplômées et de milieux sociaux favorisés. Je sais pas, ce serait une hypothèse à faudrait voir.
ce qui est dit notamment dans ce travail. Je vous invite à aller voir la bibliographie du cours. Si vous ne retrouvez pas, vous m'écrivez un mail. Et dans ce que vous avez dit aussi, faites attention quand vous parlez des romans, de ne pas mettre tous les romans non plus dans la même case, parce que dans les romans, on a des choses hyper légitimes. C'est ce qui est littérature classique, Madame Bovary, c'est un roman, mais voilà, c'est littérature classique très légitime. Et puis on a vraiment les romans très très peu valorisés. Voilà, qui sont associés à des romans de garde, la consommation, les choses. Il y a après, entre les deux, il y a Marc Lévy, Guillaume Musso. Enfin, en fait, les variations de légitimité, alors quand on se met à s'intéresser à ça, il y a vraiment, il y a vraiment plein de degrés différents. Donc c'est normal, quand on n'a pas travaillé sur ça, c'est pas forcément facile de dire ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime. Donc il faut des indicateurs, en fait. Il faut réfléchir. Est-ce que, par exemple, vous donnez exemple, les livres de développement personnel, c'est pas du tout des choses dont on parle à l'école ou à l'université. C'est pas du tout des choses qui sont, disons, valorisées dans des... dans des situations un petit peu comme ça, officielles, qui vont labelliser, disons, le capital culturel objectivé, institutionnalisé, quoi. Donc voilà, donc ça c'est par exemple, c'est des questions que vous pouvez vous poser pour savoir ce qu'on peut qualifier de légitime ou pas. Et oui, dans les romans, c'est vrai qu'il y a... après, il y a toute une grille. Après, par contre, du coup, la question que vous soulevez sur évidemment, elle est centrale, la différence de type de livre écouté versus type de livre lu. Est-ce que c'est une différence en termes de légitimité? Est-ce que la légitimité du contenu est là pour compenser en partie l'illégitimité du support audio? C'est une excellente idée que j'avais jamais pensé, tout ça, et je trouve que c'est une excellente idée. Et ce que vous dites aussi sur la popularité justement du développement personnel sur les nouveaux médias, les podcasts, c'est aussi une excellente idée. Je suis persuadée qu'il y a des porosités effectivement, et dans l'hypothèse que je fais d'une plus grande légitimité actuellement du développement personnel qu'il y a pendant 20 ans, je pense qu'effectivement les podcasts, le numérique ont un rôle là-dedans. Parce que ça met à la portée de plein de gens des choses qui n'étaient pas forcément accessibles, parce que ça. Voilà. Et donc oui, c'est des excellentes hypothèses. Sachant que le livre audio, il faut bien voir que le livre audio, il est en lien avec le livre papier, l'économie éditoriale traditionnelle du papier, etc. Mais qu'il y a vraiment toute cette porosité, en particulier via le numérique, avec le podcast, dans l'accès, dans les modalités d'accès au livre. Très bien. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Tout va bien? Et puis on attend avec impatience l'entretien avec votre grand-père, alors, c'est ça? C'est donc, de notre camarade. Voilà, de votre camarade. J'avais noté une femme de la cinquantaine, c'est ça? Mère de famille. Moi, je pense que j'avais donné des mauvaises. J'étais pas sûr, mais du coup, non. Ce serait plus âgée même que ça? On n'a toujours pas l'âge exact, mais probablement oui. Oui. Ah, donc c'est pas une. Bon. C'est pas le. C'est encore un peu. Ok. Après, on avait Gaïa, Michael, Camille sur la réflexion aussi. Oui. Alors. On vous écoute, hein? Oui. Du coup, nous, on travaille sur la réception et on s'est plutôt dit qu'on allait centrer notre étude sur les femmes entre 40 ans et 50 ans peut-être, en tout cas avec des enfants, parce qu'on avait lu rapidement le livre de Albenga, S'émanciper par la lecture, et du coup avec une étude assez genrée de la réception. Donc là, on a fait notre entretien et on est en train de dégager un peu des axes d'analyse. Donc par exemple, pour la pratique du livre audio, on voit peut-être comment, dans quel contexte ces livres sont écoutés,
Et on peut voir notamment que ces livres sont souvent écoutés en parallèle d'autres activités pour les femmes, et souvent des activités qui sont des tâches domestiques, peut-être plus que pour les écouteurs qui sont des hommes. Du coup, encore cette répartition au sein du foyer des tâches. On a aussi vu que ces femmes qui écoutaient du livre audio essayaient beaucoup de transmettre en fait cette passion à leur entourage, donc aussi bien à leurs amis qu'à leurs enfants, en fait, surtout pour leurs enfants. Et ça nous rappelle un peu ce qu'on a vu en cours dans ce rôle de transmission des femmes du capital culturel, qui se retrouve beaucoup. Et on remarque aussi que dans tous les entretiens qu'on a analysés, en tout cas, la transmission elle est un peu compliquée. Enfin, que pour l'instant les enfants ils sont pas très fans, mais peut-être que ça arrivera. En tout cas, elles ont essayé. Après, on a quelques autres pistes, par exemple une comparaison avec la consommation du livre papier. Et on a remarqué qu'en fait, la consommation du livre audio et du livre papier, enfin, c'est pas le même type de consommation, en fait, c'est pas le même type de lecture. Souvent, il y a une sorte de répartition. Globalement, sur nos enquêtés, on peut voir qu'il y a une différence entre les lectures audio, qui sont plutôt de l'ordre de l'évasion, et des lectures papier, qui sont plutôt didactiques. Donc c'est pas une règle fixe, hein, parce qu'on a une enquêtée qui change, mais pour le coup, c'est ce qui ressort beaucoup. On a aussi vu que la majorité des femmes qui consommaient ces livres audio étaient des grandes lectrices. Encore une fois, c'est pas une règle générale, mais elles consomment beaucoup d'autres livres papier, en fait. On a aussi vu on a questionné aussi un rapport à la matérialité et à l'objet dans le livre audio. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas pour nos enquêtés, il n'y a pas une grande différence, puisque la plupart écoutent soit sur Audible, soit via des emprunts à la médiathèque. Et du coup, elles n'ont pas forcément cette possession réelle du livre. Mais par contre, quand un livre leur plaît bien, un livre audio leur plaît beaucoup, elles l'achètent. Donc c'est un achat assez rare, mais c'est une sorte de cadeau qu'elles se font quand l'objet... Il n'est pas sacralisé, mais elles sont contentes de le posséder, quoi. Donc c'est un peu le même rapport qu'elles entretenaient avec leur livre papier. Et voilà, je sais pas trop si c'est autre chose. Voilà. Merci, hein, c'est bien, hein, vraiment, je suis impressionnée, vous réussissez bien l'exercice, et c'est intéressant. Et je pense que la piste que vous suggérez, le clivage sexué et donc genré, sur le fait que les femmes, finalement, il y a plus de grandes lectrices, alors que les hommes, ça me fait penser à des cas très concrets, où effectivement, on a pas mal d'hommes. Enfin, je me souviens de cas effectivement dans le corpus. Je pense que ça fonctionne très bien. Il faudrait tester sur toute la cinquantaine d'entretiens qu'on aura. Mais je pense qu'effectivement, les personnes qui sont revenues à la lecture via le livre audio ou qui ont des difficultés avec la lecture papier, il y a plus d'hommes que de femmes, quoi. Et ça, c'est assez peu étonnant étant donné les statistiques de maturité, mais c'est un résultat très intéressant, je pense. Et puis l'association sur la multi-activité entre livre audio plus tâches domestiques versus pour l'autre exemple qu'on avait qui avait parlé des livres audio et des jeux vidéo. Donc ça c'est intéressant aussi à observer. C'est très bien vu. Très bien vu. Et ça fait écho à un questionnement très profond que posait Janice Radway sur une enquête de référence qui s'appelle Reading the Romance, qui a été seulement une partie a été traduite en français, mais vous trouvez l'article dans Politics. C'est quoi le titre en français? Janice Radway, vous trouvez facilement la revue Politics, R-A-D-W-A-Y, vous l'avez dans la bibliographie du cours. Et en fait, elle pose la question vraiment sur ces romans sentimentaux qui étaient lus par des femmes aux États-Unis, est-ce que ça va renforcer le système patriarcal? Parce qu'en fait, il y a des représentations ultra domination masculine, patriarcale dans ces dessins, de genre, l'homme fort, et puis la femme blonde, tout le canevas, la manière dont ces textes sont écrits, surtout par des femmes, ça conforte le patriarcat, l'hétérosexualité, etc., les femmes hétéronormatives. Et en même temps, ce qu'il y a de très dans les pratiques, c'est que les femmes qui lisent ces fictions, les femmes qui les produisent,
en fait, elles utilisent les textes d'une manière qui, au contraire, fait soupape par rapport au patriarcat, d'une manière qui peut être éventuellement un peu émancipatrice. Déjà, elles prennent du temps pour elles, pour échanger entre elles sur les fictions, elles peuvent développer des avis critiques, elles peuvent, lorsqu'ils disent aussi sur les tâches domestiques, comment on peut néanmoins lire tout en ayant des tâches domestiques, c'est intéressant en soi, c'est-à-dire, oui, je suis à la tâche domestique, mais en même temps, je réfléchis, je m'initie, je peux écouter du féminisme, voilà. Donc voilà, toute cette appropriation ordinaire des idées féministes, pour reprendre un élément aussi qui est paru dans Politique. Voilà, ça pose des questions très profondes en fait, ce simple fait-là. C'est pas. Voilà, donc je pense que vous pouvez faire référence à, dans la revue Politique, à l'article de Janice Radway, et puis il y a un numéro où il y a un article de Viviane Albaga sur les appropriations ordinaires des idées féministes. Okay. Si vous pouvez lire ça, ça pourra vous muscler un peu théoriquement. Et du coup, l'article de Politique, c'est lecture à rose, femmes, patriarcat et littérature populaire. Okay. Et il y en a un autre, ça c'est l'introduction, la conclusion du livre qui a été traduit. Et il y a un autre chapitre qui a été traduit récemment, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. En fait, l'ensemble du livre est en cours de traduction. Oui. Et voilà, j'espère. C'est une bonne chose, c'est un livre très intéressant et assez central sur la question du genre et de la lecture, mais qui était jusque-là disponible uniquement en anglais. Donc c'est bien qu'il y ait une traduction qui arrive d'ici un certain temps. Il est disponible à la bibliothèque ici en anglais. Ok. Vous pouvez aussi l'emprunter. Alors, c'est un numéro qui est dans la revue Politique, si je ne me trompe pas, et donc il y a notamment, elles sont plusieurs, il y a Laurence Bachmann, il y a Viviane Albaga aussi, voilà, Albaga, qui a son livre que vous avez dans la bibliographie, qui est sur sa thèse en 2017, elle s'est émancipée par la lecture, elle a étudié les groupes de lecture de femmes, en croisant la race et le genre, et donc voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait Bilal et Noémie sur la production? Ils sont là ou pas? Je crois qu'ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors après, sur la réception, on avait Gabrielle, Lilou et Sofiane. Voilà. Merci. Pas de bêtises, on vient de l'enregistrer. Du coup, nous on a travaillé sur la réception. J'ai fait 3 entretiens, dont un qui compte pas, parce que je l'ai fait avec ma grande sœur, mais c'était aussi pratique de m'exercer à l'entretien. Donc on compte pas celui de ma grande sœur dans les entretiens qu'on va traiter, même si ça revêt aussi des points intéressants d'une pratique de lecture et d'une personne qui est extrêmement auditive en fait, où elle apprend par l'audio. Et donc en fait j'ai fait donc 2 autres entretiens avec une dame d'une 60aine d'années et une d'une 30aine d'années. Donc qui ont toutes les 2 des pratiques de lecture audio assez différentes, même si elles se rejoignent dans le moment de pause, de calme et de repos, où on a changé les prénoms. C'est quoi? C'est Waima, voilà. Waima et Laurine. On a changé les prénoms et du coup je suis pas encore à l'aise avec les changements de prénoms. Du coup, où Waima, donc, qui a une 60aine d'années, a commencé sa pratique de lecture de livres audio comme un moment de pause, soit pendant des voyages qui étaient très longs, soit comme rupture avec son travail qui lui prenait beaucoup et sa vie de famille aussi qui était assez intense. Et elle me disait en fait que ça pouvait être même pas 5 minutes, même 5 minutes en fait de temps à elle où elle va écouter une histoire pour elle. Donc c'est comme ça en fait qu'elle a commencé à lire des livres audio. Et pour Laurine,
Elle, c'est plutôt elle écoute des livres audio qu'à un moment donné, c'est-à-dire le moment du soir, et c'est en fait une manière de s'endormir, comme moyen en fait uniquement de s'endormir. Ou pendant la journée, elle va plutôt écouter des podcasts. Elle a déjà écouté des livres audio pendant la journée, mais elle s'est réservé en fait ce temps du soir où elle écoute des livres audio parce qu'elle est trop fatiguée pour vraiment lire. Et en fait, elle choisit d'ailleurs des contes pour enfants, ce qui lui permet en fait de s'endormir sans qu'elle ait l'impression de rater un élément de l'histoire, puisque souvent ce sont des contes qu'elle connaît déjà. Et on va traiter ces deux entretiens avec un entretien qui est déjà dans le corpus d'entretien que vous nous avez donné, qui est celui de Josépha. Voilà. J'ai détruit, j'avais fait un super plan. Non, mais t'as à peu près tout dit, hein, après. Oui, c'est les trois. Du coup, moi je suis moins à l'aise avec l'entretien de Josépha, mais du coup, pour Laurine et Waima, elles sont toutes les deux une éducation à la lecture assez jeune, où Laurine se considère comme une très grande lectrice de base, et Waima, qui est un peu plus âgée, en fait, me disait que le livre, quand elle était enfant, c'était comme une friandise, et c'était aussi un apport. C'était beaucoup plus légitimé en disant « Ah, mais tu lis un livre ?» Enfin, c'est super, quoi. Ce qui est un peu plus différent aujourd'hui. Et les enfants aussi, elle disait que comme cadeau, elle recevait un livre, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important aussi. Et voilà. Et après, du coup, quand même assez lié en fait à ce moment de détente où en fait les deux n'écoutent pas particulièrement de livres audio quand elles font d'autres activités. Pour Laura, c'est plus pour toutes les deux, c'est un peu lié à la concentration. Pour Laura, en fait, justement, de lire un livre audio, si elle fait autre chose, et ben, elle sait en fait qu'elle va pas du tout écouter le livre audio, elle va se consacrer sur la tâche, espèce de double tâche qu'elle peut pas exercer. Et pour Waima, c'est plus en fait, comme c'est un temps à elle a pas envie de faire autre chose que vraiment de se consacrer à la lecture. Et voilà, elle me disait en fait, si je rate un passage, je vais forcément le remettre parce que c'est comme si j'écoutais quelqu'un parler, et donc en fait c'est hyper important que j'ai tous les éléments. Et en plus, elle a eu dans son enfance, je lui ai demandé si sa famille lui lisait des livres, et elle a eu plus une éducation orale, donc c'était sa grand-mère qui lui racontait des contes. Et en fait, c'était des contes oraux, donc c'était pas du tout écrit. Du coup, je pense qu'il y avait aussi cette sensibilité à l'écoute, et c'est ce qu'elle retrouve aussi, où en fait, d'en avoir parlé avec moi, ça lui a fait se rendre compte que oui, en fait, c'est un peu comme un cocon aussi, peut-être un truc de retour aussi à l'enfance, d'être assez passif dans l'écoute d'histoires. Et oui, par exemple, c'est pas quelque chose qu'elle utilise parce que Waima a repris et commence une thèse, et donc elle a en reprise d'études à presque 60 ans, et en fait elle trouve pas particulièrement de contenu audio pour ce qu'elle fait pour ses études, et c'est vraiment un truc qui est à part assez dissocié, quoi, où elle va pas écouter de livres audio qui sont dans son corpus de thèse, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à faire des liens avec certains entretiens du corpus des années précédentes, ou est-ce que pour l'instant vous avez uniquement travaillé sur ceux que vous avez réalisés? Moi, je suis accordée avec du coup les deux entretiens que j'ai réalisés, mais on le lit avec celui de Josépha. Bon, en même temps, c'est vrai que vous avez un petit peu détourné la règle. Bravo déjà, parce que vous avez fait uniquement l'entretien de votre soeur, donc vous avez travaillé, vous avez fait une très entretien, c'est bien. C'est un peu au-delà de ce qu'on demandait. Donc oui, effectivement, ça justifie peut-être une utilisation un peu moindre des entretiens précédents, si vous en avez. Si au total vous en avez trois, c'est très bien. Hein. Mais bravo, parce que là encore, je trouve que c'est passionnant ce résultat et ce portrait de Waima, parce que ça va plutôt à l'encontre de ce qu'on avait un peu analysé jusqu'à présent.
ça va aussi un petit peu à l'encontre des présentations sur le livre audio, avec l'intérêt qu'on peut faire plein de choses en même temps. Et voilà, de dire, oui, si avec le livre audio, on peut aussi prendre le temps de... en tout cas, c'est une réflexion intéressante sur ces travaux. Actuellement, il y a ce grand problème dans les sociétés qui est l'économie de l'attention. Voilà. Il y a plein de choses qui captent l'attention des gens. Et là, voilà, sa manière à elle de dire, de se recréer ces moments, c'est très intéressant. Et ça conforte aussi le clivage de genre observé jusque-là, parce que ce sont deux grandes lectrices, donc par rapport à ce qu'on a un petit peu dans le corpus là. Ouais. Et qui cumule avec complémentarité sur le papier, puisque si elle est en reprise de thèse. Oui, toutes les deux, du coup pour Laurine, en fait, elle va considérer en fait ses lectures un peu plus sérieuses et premières en papier, mais en fait sa pratique de lecture audio, elle est vraiment genre à un but très relaxatif pour s'endormir. Et Waima, ça va être maintenant. J'ai l'impression que la part de lecture plaisir audio a augmenté en fait la part de lecture plaisir papier. Mais pour autant, elle lit toujours elle lit toujours en du coup numérique et papier pour sa thèse. Et alors puis ce retour à l'enfance, découvrir des contes, c'est fascinant parce que je pense qu'il y a, c'est assez rare voilà, je trouve que c'est bien pratique d'avoir des enfants pour se remettre à lire la littérature jeunesse. Je connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui vont lire la littérature jeunesse sur papier, sauf ceux qui sont dans le domaine, qui sont spécialistes, qui en écrivent. Mais c'est intéressant de voir ce genre-là, qui était pareil, qui n'était pas jusqu'à présent, on va dire, représenté dans le corpus. C'est ça. Et pour donner un exemple, mais qui ne sera pas forcément traité, pour ma sœur, la lecture, du coup, en fait... de livres audio, ça va être énorme. C'est énormément de science-fiction, tout ça, et en fait elle prenait en lien en fait des livres audio qu'elle écoutait quand elle était petite et quand elle jouait au Lego, et en fait elle faisait tout son truc de Lego en écoutant des livres audio sur un poste de radio, et en fait ce retour là aussi à en fait se faire raconter une histoire en parallèle avec quand on était enfant est hyper aussi important dans cette pratique d'écoute de livres audio. Je mettrai quand même en annexe l'entretien avec votre sœur, même si vous ne l'exploitez pas ou l'exploitez de façon plus marginale. Oui, parce que c'est intéressant, là, ce que vous dites, d'en avoir deux comme ça. Et puis du coup, effectivement, l'ampleur de votre corpus justifie un recours moindre aux entretiens de l'année passée. Donc si ça vous vient, c'est bien, mais sinon, voilà, je pense que déjà alors, il faudra bien présenter du coup les profils sociologiques rapidement de nos 3 cas pour qu'on se repère, donc âge, PCS, diplôme, de faire un petit portrait. Ça, c'est fait, on a déjà fait on a fait la méthodologie, les portraits, les profils sociologiques de Waima et Laurine. Et de Josépha aussi, on l'a fait. Super. Du coup, quel extérieur. Très très bien. Alors, on a Lou et Victor après. Au fond ouais, donc je vais le mettre un peu entre vous. Hein. Allez, on vous écoute. Oui, donc nous on travaille sur la réception, et vu qu'on est que deux, on n'a pas de nouveaux entretiens à apporter dans le corpus. Mais voilà, du coup on a pris trois entretiens qui étaient déjà présents sur le corpus sur Moodle. Et pour l'introduction du rapport, en fait, pour essayer de mettre à jour un peu le rapport, je suis allé voir le baromètre du SNE qui a été fait en avril de cette année sur les usages des livres numériques et audio en France. Donc voilà, pour donner un petit constat général sur le marché littéraire et sur la pratique des Français du livre audio et même plus généralement du livre imprimé au numérique. Et on s'est dit qu'à partir de ce constat-là, du coup, on voulait montrer d'abord qu'il y avait une grande diversité des modes de consommation du livre audio. Et donc, ainsi, ça amène à plusieurs dynamiques de réception, et ce qui permet ainsi de nous questionner sur les corrélations entre les pratiques d'écoute et les profils socioculturels des lecteurs. Et du coup, pour le choix des 3 entretiens, on s'est dit qu'on allait prendre 3 profils sociologiques différents,
parce que ça nous semblait tout simplement plus pertinent pour une analyse comparative. Et au niveau des enquêtés, donc on a Oscar, donc qui a 29 ans, qui travaille dans des études de graphisme et qui a un parcours scolaire assez scientifique et qui est bilingue en anglais. On a joué aussi sur la génération, enfin sur l'âge aussi, avec Josefa, qui est quinquagénaire, qui est mère de 3 enfants, qui est hispanophone aussi et qui avait un père qui travaillait dans le bâtiment et une mère au foyer. Et enfin on a Leila, qui a un parcours scolaire très littéraire, qui a fait un master dans l'édition et qui travaille directement là-dedans, et qui a 27 ans. Et au niveau des résultats d'analyse, je te laisse faire le Ouais, du coup, vu qu'on avait 3 profils sociologiques très différents, on a quand même réussi à dégager des invariants, et du coup ça nous a permis de faire une analyse un peu plus globale. Et donc dans les similitudes, qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont tous une pratique individuelle et solitaire. Donc ça rentre au niveau du cours, dans l'histoire des pratiques culturelles, c'est plutôt logique. Et aussi, qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont tous les 3 des lectures de divertissement dans les pratiques d'audiobook. Donc ça rejoint ce que disaient Moguet, Pauliac et Pudal. Et en fait, ça on le voit dans les genres, parce qu'ils lisent des romans fantastiques et de la jeunesse. Donc des romans, des livres de divertissement. Ensuite, on a vu que la voix, elle était hyper importante et que ça devenait un critère décisif pour eux. Ils ont des préférences dans la narration et du coup, ça influence leur engagement dans l'écoute. Et puis l'ajout de son et de musique aussi, ça crée une expérience immersive et un rapport plus émotionnel par rapport au livre. On a aussi vu qu'ils avaient tous un attachement au livre papier et à leur matérialité. Ils sacralisent un petit peu le bouquin en n'écrivant pas dedans. Et du coup, ça dépasse leur fonction seulement utilitaire, mais ça devient un objet un peu esthétique et symbolique. Puis il y a aussi une dimension affective, quand ils ne veulent vraiment pas abîmer le bouquin ou la BD. Donc voilà, et aussi, on a vu qu'ils avaient tous une notion un petit peu de collection. Que ce soit dans la bibliothèque numérique sur la plateforme Storytel ou matériel. Ils aiment bien collectionner, mais ça je pense que c'est plus en lien avec tous les biens culturels, c'est pas seulement les livres, avec les vinyles. Mais voilà, pour les similitudes, on a dégagé ces idées. Et après, on a aussi vu des différences. Oui, pour les différences, il y a la distinction majeure qu'on a remarquée, c'était la confrontation en fait entre la logique de cumul et de complémentarité et la logique, je sais pas le terme précis pour l'opposer, mais logique d'accès à la lecture. En fait, là où Josefa et Leila, par exemple, le livre audio, ça leur permet de lire en plus à côté de leur pratique assez quotidienne du livre imprimé. Oscar, il est plus dans une logique justement où le livre audio en fait lui permet un retour à la lecture, en sachant qu'il était déjà un gros lecteur dans sa jeunesse, mais que en fait lui il utilise le livre audio surtout à cause de son travail. Il arrête pas de répéter que son travail lui prend énormément de temps et que justement en fait il écoute les livres audio en même temps qu'il travaille et qu'ainsi en fait ça lui permet donc de revenir à la lecture, parce que selon lui en fait il considère que lire sur papier en fait il n'a plus le temps et même l'énergie pour ça. Donc c'est une des distinctions majeures entre les 3 enquêtés. Et un autre constat aussi, peut-être un peu plus mineur, un peu plus léger, c'est qu'en fait on a remarqué une différence de ton tout le long des entretiens entre les filles et les garçons. En fait, là où Oscar était assez concis dans ses propos, il s'attardait pas trop sur les œuvres qu'il lisait, il racontait pas trop l'histoire. À un moment dans l'entretien, il parle de sa bibliothèque, mais en fait, ça ne vient même pas de lui-même. En fait, c'est l'enquêteur qui lui demande de lui parler un peu de sa bibliothèque qui est juste derrière lui. Là où, à l'inverse, Josefa et Leila, par exemple, elles vont être plus dans une rhétorique de recommandation avec leur enquêtrice. Et elles n'hésitent pas à parler plus longuement des œuvres lues. Et voilà, elles conseillent même les enquêtrices des œuvres qu'elles ont lues. Et d'elles-mêmes aussi, elles allaient sortir des livres de leur bibliothèque et les montrer aux enquêtrices, ou comment elles les lisaient, comment elles les prenaient, les livres, et les touchaient. Voilà, ça fait un parallèle avec un constat qu'on avait vu en cours aussi, qui était que les échanges et les recommandations culturelles et littéraires, elles étaient en moyenne plus courants chez les femmes que chez les hommes.
Et aussi pour revenir sur le genre, donc il y a certes une similitude dans les genres lus. En fait, c'est très souvent des longs romans, des longs textes, mais il y a quand même une certaine distinction au niveau de la légitimité de ces textes dans le monde littéraire. Par exemple, là où Oscar consomme uniquement des récits dits best-sellers, donc il prend par exemple lit par exemple des œuvres de George R. Martin. Leila, elle en lit aussi des best-sellers, type Harry Potter, tout ça, mais elle s'intéresse aussi à des récits plus installés en tant que classiques, même si c'est des récits de divertissement en fait. Où par exemple, elle s'intéresse beaucoup à la littérature jeunesse. Et elle, par exemple, dans les derniers livres qu'elle a lus, qu'elle mentionne, elle parle du Petit Nicolas de Goscinny. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a tout ça. C'est bien, hein, franchement. Mais ça conforte aussi les analyses qu'on a. Enfin, on a parlé. Ouais. C'est bien. Non, je regarde. C'est pas mal. Ça a l'air assez complet déjà. C'est très complet, hein, c'est très structuré, c'est très complet. Vous avez les points communs, les différences. Et c'est d'autant plus intéressant de constater les points communs que vous avez effectivement pris 3 profils différents. Et j'ai beaucoup aimé aussi votre analyse sur le ton des entretiens et la manière de se positionner aussi dans l'espace, d'aller chercher le livre. Après, j'ai peur de pas non plus surinterpréter parce que c'est peut-être simplement un hasard en fait. Peut-être pas non plus faire des grandes généralités à partir de seulement 3 entretiens. Enfin, je sais pas trop. C'est-à-dire que là, vous avez parcouru la dizaine d'entretiens qu'on a mis en ligne. Nous, après, c'est vrai qu'on a brassé un petit peu la quarantaine d'entretiens et il me semble que les analyses là qu'on vient d'entendre, pour moi, ne sont pas contredites par l'ensemble du corpus. Enfin, donc, je pense que vous pouvez y aller, enfin, je pense que c'est bien. Je pense que de toute façon, ces analyses, elles ont le droit d'exister. Les entretiens sont là, ils ont été réalisés. Voilà. Donc, et non, ça me paraît. Il faudrait voilà, qu'on fasse les comptes sur la quarantaine de. Et peut-être qu'on pourrait partager avec vous le tableau Excel avec. Il me semble qu'on vous a mis le tableau Excel avec les 10 enquêtés. Oui, je crois. On a aussi, nous, dans notre cuisine de terrain, on a aussi un tableau Excel. Vous avez dit que j'adorais les tableaux Excel. Avec tous nos enquêtés. Il y en a 44 ou 45. Et donc, on peut vous l'envoyer parce que ce tableau Excel-là, ça permet de faire quelques petites comparaisons, en fait, un peu plus importantes qu'à partir de la dizaine d'entretiens. Mais après, il n'y a pas tellement d'infos sur le pratique, c'est plus que leurs caractéristiques davantage. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est vrai que ça rapporte des analyses. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Non, donc autant se contenter de la dizaine d'entretiens. Mais a priori, Elodie et moi, à partir de notre connaissance de l'ensemble, il me semble pas un peu sur la bonne voie, je dirais. On n'a pas l'impression de surinterpréter. Non, voilà, chacun sa l'impression. Alors, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Alors, on va essayer de pas dépasser les 10 minutes et si possible d'être plutôt autour de 7 minutes. Donc après, on avait de nouveau plusieurs groupes sur la production. Donc le groupe avec Sam, Tristan, Yann. Oui. Du coup, nous, on a choisi Volume, qui est une édition indépendante. Et on trouvait ça intéressant parce que ça se voit qu'il y a une place pour une maison d'édition indépendante, le catalogue est assez petit. Elle a été rachetée en 2018, il n'y a que 200 titres depuis en tout, enfin environ 200 titres qui portent sur le développement personnel, la science-fiction, l'histoire, la philosophie. Il y a plein de genres et on n'a pas trop réussi à identifier une ligne éditoriale précise. Ils font appel à plein d'intervenants extérieurs. En fait, ils ont une petite équipe et il y a plein d'intervenants tout autour et ils diffusent les œuvres aussi sur d'autres plateformes comme Audible pour avoir plus de possibilités. Et surtout, en fait, ils veulent vraiment accompagner les auteurs et les comédiennes au succès en allant vers des plateformes qui sont beaucoup plus connues que leur site à eux. On a vu que c'était une petite équipe, du coup, ils sont même pas une dizaine. Et on a essayé de contacter certains d'entre eux, mais on n'a pas encore de réponse, notamment pour en savoir plus sur la direction éditoriale et les livres qu'ils veulent présenter, parce que le catalogue il est un peu
quand on regarde, il y a plein de choses différentes et c'est pas de la littérature connue en fait, c'est vraiment des petits livres qu'on connaît pas et des auteurs et des autrices inconnues, enfin peu connus. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils diffusent dans des réseaux de médiathèques, donc c'est pas que du numérique, enfin j'imagine. Il y a ce côté-là, mais par contre ils vendent que en numérique, enfin il n'y a pas de production physique des audiolivres. Enfin oui. Et le site il est facilement accessible, on peut les contacter si on est comédien, comédienne, pour vraiment participer et proposer un projet de son livre, enfin en tant qu'auteur autrice aussi. Et oui aussi, en fait elle a été créée en 2005, mais elle a été rachetée en 2017. Et on voulait demander pourquoi est-ce que ça a été racheté en 2017, ce qui les a attirés vers cette maison, mais on n'a pas encore de réponse en fait. Je sais pas trop. Et du coup, par rapport à ce que vous avez repéré sur l'histoire, est-ce que vous avez vu des évolutions suite à ce rachat en 2017 ou... Ils ont complètement refondé, on va dire, l'image de la maison. Ouais. C'est beaucoup plus moderne et on n'a pas trop trouvé ce qui était proposé avant, mais en tout cas depuis 2017-2018 ils proposent beaucoup plus de livres de développement personnel, c'est écrit sur le site. Je pense qu'ils sont vraiment adaptés à la nouvelle, aux nouveaux lecteurs et lectrices pour remoderniser la maison. Ouais, mais il n'y a plus de place à l'ancienne maison d'édition. Ils ont fait vraiment des tables rases et c'est un peu comme si ils voulaient montrer l'image d'une nouvelle maison d'édition qui est seulement là depuis 2018. Et la dernière fois, du coup, vous m'avez dit que vous vouliez essayer de rechercher un petit peu via la BNF leur catalogue, etc. Et vous avez conseillé de voir un peu avec les bibliothécaires si vous aider un petit peu sur cette recherche. Vous avez pu avancer là-dessus Non, on n'a pas encore avancé là-dessus. Après, c'est un peu étonnant de faire complètement table rase, parce qu'il y a quand même... J'ai envie de vous poser la question, pour quelles raisons ont-ils racheté cette maison si c'est pour faire table rase? Il y a forcément un intérêt quand même à avoir racheté cette maison. Et là-dessus, je ne sais pas si vous avez des informations sur les trajectoires sociales du fondateur de la maison de 2005 et puis de ceux qui ont repris après. Enfin, qui sont les individus qui sont derrière le volume en fait? Vous avez des infos là-dessus On a trouvé qu'elle a été fondée par Jean Ducrot. Elle a été rachetée par Alice Bonneville. Et avant Alice Bonneville, c'était vraiment, il y a eu plusieurs successions de directeurs qui venaient de la même famille, je crois. Et après, elle a racheté ça en 2018, mais on n'a pas trouvé d'informations sur le pourquoi et sur comment ça se passait avant. Et c'est ce qu'on voulait un peu plus détailler en discutant avec l'équipe, mais... Au moment où vous n'avez pas eu de réponse, c'est ça? Bon, il faut essayer de relancer. Et puis Alice Bonneville, est-ce que vous avez des informations sur elle? Parfois sur LinkedIn, vous avez des informations, il y a des choses, je sais pas, les réseaux sociaux, ça peut aussi... voilà. On avait un peu cherché, mais je sais plus trop. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est directrice et elle travaille aussi avec l'équipe dans la production. Enfin, elle participe vraiment au cheminement, mais à part ça, on n'a pas trouvé grand-chose, il n'y a pas trop d'informations en fait. D'accord. Écoutez, il y a j'entends plein de petits chantiers en cours à poursuivre en fait. Toutes les questions que vous me posez actuellement, je pense que vous pouvez trouver des réponses. Aussi sur la ligne éditoriale, vous dites que c'est difficile de trouver une ligne éditoriale et en même temps il y a beaucoup de développement personnel. S'il y a 200 titres, c'est un petit peu un volume assez restreint, donc peut-être si vous pouvez le garder... Moi j'aime bien faire des tâches un petit peu mécaniques, on ne réfléchit pas trop. Donc là vous avez 200 titres. Est-ce que vous pouvez caractériser le genre de ces 200 titres? Essayez de regarder les titres un à un, peut-être même vous mettre tous à deux ou pendant une après-midi pour faire ça en fait. Et peut-être qu'après 3-4 heures de recensement, vous aurez une idée plus précise d'une ligne éditoriale quoi. Hein. Donc vraiment sachant que je ne sais pas toujours caractériser le genre de tous ces titres, mais néanmoins, il y a des choses qui vont ressortir. Et là aussi, faites un petit tableau Excel en mettant juste, c'est un homme, une femme, c'est traduit, pas traduit, c'est a priori tel genre, en fonction même de l'aspect du titre du livre. Vous
pouvez déjà faire une catégorisation un peu sauvage, mais et puis vous direz après que vous avez fait cette catégorisation avec les moyens du bord, à partir des titres, des informations, mais ça vous donnera déjà une idée en fait. Merci. Voilà. Après, on a le groupe qui travaille sur les éditions des femmes. Si vous voulez juste faire passer le dictateur Du coup, nous, on travaille sur la production avec l'édition des femmes et donc la bibliothèque des voix. La problématique, on a centré sur l'évolution de cette maison d'édition. Et donc, on s'est divisé le travail en 3 parties. Moi, je m'occupe de l'historicité de cette maison d'édition. Amélie et Mathilde, elles ont réussi à faire un entretien avec la co-directrice, du coup, qui a répondu à pas mal de nos questions, notamment sur l'évolution. Est-ce qu'il y a toujours cette intention féministe, toutes ces questions-là. Et ensuite, une 3e partie de Charla qui s'en occupe, et c'est sur la production. Et là, encore une fois, on s'occupe sur l'évolution des livres qui produisaient avant et maintenant. On a toujours cette même dynamique de comparaison entre avant et maintenant. Voilà. Au niveau de l'historicité, il y a quelques points, parce que la créatrice, du coup, c'est une militante très féministe qui est Antoinette Fouque. Et donc, elle a fait partie du mouvement de libération des femmes. Elle était amie avec Monique Witting, donc très féministe. Et donc, cette maison d'édition a été créée en 1980. Et donc, à sa création, il y avait vraiment une intention féministe et de toucher les femmes qui n'avaient pas forcément le temps de lire. Et donc, sa maison d'édition, elle a d'ailleurs été créée durant la démocratisation de la culture sous Jack Lang. Donc ça aussi, c'était important de souligner. Et donc vraiment, dans sa création, quand elle a créé la bibliothèque des voix, Antoinette Fouque avait vraiment l'intention de créer un objet esthétique à part entière. Mais cet objet esthétique à part entière, ça posait aussi des questions de légitimité littéraire. Et on a aussi posé la question durant l'entretien. Oui, mais du coup, Mathilde et Amélie, elles vont vous en parler mieux que moi, je pense. Je vais parler comment on a créé la question. D'accord. Alors, comme l'a dit Asma, nous avons travaillé sur l'entretien avec la co-directrice. Et nous avons élaboré un questionnaire structuré en lien avec leur ligne éditoriale, leur évolution et leur stratégie de communication et de production. Donc, Mathilde, elle a fait l'entretien. Quelle sera mieux parler de l'entretien? Franchement, c'était un réel plaisir de faire cet entretien parce que la structure, elle est vraiment trop intéressante, notamment pour l'engagement féministe. D'abord, on a fait une première partie pour présenter vraiment la structure et savoir ce que ça représente de façon concrète, combien de personnes il y a, combien de livres ils produisent, mais ça c'est plus la partie de Charla. Et en fait, elle m'expliquait que quand on parlait de la présentation de l'équipe, on lui a demandé, mais alors qu'est-ce que la nouvelle génération, elle change, l'apport de cette nouvelle génération de femmes qui sont féministes parce qu'elles sont toutes engagées. Et en fait, elle expliquait que c'était assez différent. Les grands grands thèmes du féminisme, elles sont dans l'ensemble d'accord. Mais on va dire que les femmes les plus jeunes ne seront pas engagées pour les mêmes sujets. Et la façon de s'engager aussi est différente, à savoir qu'avant, les anciennes, elles descendaient plus dans la rue, elles faisaient des actions de coups de poing, alors que maintenant, tout se passe plus par les réseaux sociaux. Et en fait, elle expliquait que c'était assez dommage parce que Antoinette Fouque, donc la fondatrice de la maison d'édition, elle avait vraiment un objectif de lier la pensée à l'action. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, soit c'est des personnes qui sont plus dans la théorie et qui seront très attentives sur la ligne éditoriale, sur les types de livres qui vont être proposés, ou alors c'est des personnes qui seront très engagées, mais il n'y a pas vraiment ce lien, qui seront engagées pour faire des actions concrètes, mais il n'y a pas vraiment le lien entre les deux. Et elle a dit que c'était ça qui était aussi le plus compliqué. Aussi, on a parlé du départ d'Antoinette Fouque, puisque la fondatrice est décédée en 2014, et on a demandé ce que ça a changé en fait pour elle. Et c'était assez intéressant parce qu'elle expliquait qu'Antoinette Fouque, c'était vraiment une femme de tête qui était très visionnaire, qui avait vraiment cette capacité de prévoir leur travail par rapport à sa vision du futur.
Et elle expliquait que c'était assez difficile de prendre la suite d'une femme qui était si brillante en fait. Mais elles s'en sortent bien, elles ont dit. Elles expliquaient aussi quoi d'autre. Ah oui, par rapport aux critiques de la culture qu'elles reçoivent, elles ont dit qu'elles ne reçoivent pas trop, justement. Les retours qu'elles ont de leur production sont surtout lors de leur salon, quand elles se déplacent, ou alors via leur librairie. Mais elles n'ont pas trop de retours. Donc du coup, je leur ai demandé, mais alors comment vous faites pour prendre en considération le retour de votre public pour continuer votre travail? Et en fait, elle a dit que elles le faisaient pas trop tant que ça en fait. Ce qu'elles font, c'est que souvent elles sont une équipe, je crois. Elle m'a dit le nom, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, elles décident qu'elles vont lire un livre. Elles le font séparément et ensuite elles se retrouvent toutes ensemble pour en discuter. Si ça plaît à tout le monde, on publie. Si ça plaît pas, on publie pas. Et du coup, après, on leur a demandé parce que leur objectif de départ, c'était d'essayer surtout par rapport à la bibliothèque des livres audio, justement. Un des grands objectifs de cette maison d'édition, c'était de rendre les livres accessibles à tous. C'est un objectif qu'elles ont toujours, mais elles sont quand même considérées comme une maison d'édition assez élitiste. Et en plus, elle me dit qu'elles prennent pas tant en considération que ça les retours du public, mais en parallèle, elle dit qu'elles essaient de s'améliorer par rapport à ça et de proposer des livres accessibles à tous. Du coup, je sais pas trop comment ça se passe. On n'a pas encore mis en commun nos recherches avec Tchala, mais je pense que ce serait intéressant de comparer quel type de livre est proposé concrètement avec leurs objectifs d'accessibilité. Voilà, je crois que je vais m'arrêter parce qu'il y a plein de trucs à dire, mais au niveau timing, c'est... Voilà. Moi, je vais parler un petit peu de la catalogue. Du coup, depuis 1980 jusqu'à maintenant, 2024, elles ont publié un total de 185 livres audio. Et on a pensé du coup, on s'est dit, ça peut être intéressant de voir il y a combien d'auteurs femmes et combien d'auteurs hommes, ou bien combien d'interprètes femmes narratrices, ou bien combien de narrateurs, d'interprètes hommes il y en a. Et du coup, c'était pas sur le site déjà, donc j'ai dû faire le maths. Et oui, j'ai compté tout et j'ai trouvé du coup par exemple, il y a 97 auteurs femmes, et ça comprend 70% à peu près, et 37 auteurs hommes, et c'est à peu près 30% toujours. Et pour les interprètes aussi, du coup, il y a une plus grande différence sur cela, c'est 62 interprètes femmes, et ça fait 78% de total. Et seulement 17 interprètes hommes, et c'est 21%. Ce sont à peu près les nombres, on va les mettre en plus détaillés, plus précisément dans le rapport. Et oui, j'ai aussi regardé par exemple, la partage des livres aux années, c'est assez partagé du coup. Juste par exemple à 2024, cette année, il y a un tout petit déclin de 2-3 livres. Normalement, par exemple, à 2020, elles ont publié 7 livres audio. À 2022, elles ont publié 7 livres encore. Mais cette année, c'est 4 livres, par exemple. Et c'est quand même important dans l'évolution de ce truc-là. Et les thèmes aussi, ce sont toujours, c'est écrit dans le site, les femmes, le féminisme, les droits de femmes, les romans sur les femmes, ou bien les romans où les héroïnes sont des femmes. Et il y a aussi des livres classiques, comme Madame Bovary et tout, ça me vient dans la tête. Et aussi, il y a des livres contemporains, qui sont assez nouvelles. Et, voilà. Madame Bovary est dans le catalogue ? Oui. Lu par qui alors ? Ça, je me souviens plus maintenant, mais Non, ouais. mais c'est intéressant que les mis en audio. Oui, il y a des livres de. Vous avez fait un super travail. Hein. Bravo, moi je suis assez épatée là, par mon retour. C'est bien. Je sais pas, oui, c'est super complet là, effectivement. Et j'ai pas eu le temps de noter, du coup, sur les genres dans le catalogue, vous pouvez redire rapidement ?
Bon, c'est pas les genres, mais plutôt les thèmes abordés. Oui, c'est toujours sur le féminisme, sur les droits des femmes, ou bien sur... Aussi, il écrit ça, mais j'ai pas le regardé trop détaillé, les développement personnel, trucs sur les femmes et tout, mais je l'ai pas vu, moi. Alors, par contre, Madame Bovary, c'est vrai que j'ai un peu tiqué parce que ce serait intéressant de regarder dans le petit nombre, j'imagine, d'œuvres classiques qui vont sélectionner. Pourquoi Madame Bovary, quoi? Pourquoi Flaubert? Enfin, c'est quand même un choix intéressant, en fait, un peu déconcertant, je trouve, d'ailleurs. En quoi Madame Bovary, alors, peut-être rattachée à la... Le roman, où les femmes sont de plus en avant, je sais pas, peut-être ça. Oui, mais après, c'est pas le personnage féminin le plus valorisant de la littérature Madame Bovary. Après, c'est peut-être justement une volonté de le c'est la mauvaise lectrice de romans sentimentaux qui se laisse un peu abuser. Mais alors oui, voilà, c'est intéressant. Pourquoi ce choix? Comment il est justifie? Il est présenté. En tout cas, il y a quelque chose à... Et peut-être regarder dans votre... Bon, j'ai l'impression que vous avez très bien travaillé. Vous avez fait sans doute votre tableau Excel. Mais voilà, est-ce qu'il y a... Quelles sont les autres œuvres comme ça, comme Madame Bovary, qui sont... Des classiques. Ok. Mais elle expliquait justement que on leur a demandé comment vous faites vos choix d'autrice, de titre. Elle dit que ça dépendra surtout du style de l'écriture. Est-ce qu'elle trouve ça... la technique joue beaucoup un rôle, donc je ne sais pas, peut-être que ça joue un rôle. Et elle m'avait encore dit autre chose, mais j'ai oublié. Mais je sais qu'on a la réponse dans le texte. Et sur l'absence de retour du public, alors j'ai pas tout à fait bien compris, en fait, si vous parliez à ce moment-là des livres papier ou seulement des livres audio. Alors je crois, en fait j'ai même pas fait la différence entre les deux, parce qu'elle a un peu bifurqué sur les deux. D'accord. Mais du coup, si j'ai bien compris, par rapport je pense que c'était plus par rapport au livre. Au livre en général. Ouais, en général. Parce qu'elles ont quand même, enfin toutes les maisons d'édition, les éditions de presse, voilà, ont quand même la critique littéraire et journalistique sur les œuvres. Donc c'est un peu étonnant qu'elle n'a pas de retour. En fait, alors j'ai un peu raccourci parce que question de timing, mais disons que par rapport aux critiques culturelles, par rapport aux professionnels de la culture, elles n'en reçoivent pas tant que ça, mais quand même, elles disent que les retours qu'elles ont surtout, c'est que c'est considéré comme trop élitiste, que leur maison d'édition n'est pas assez connue par rapport à tout le travail de fond qu'elles font. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Pas assez connue, et que leurs livres sont difficiles à trouver, mais que du coup elles essaient de compenser par leur vente en librairie, mais que c'est assez difficile parce qu'elles sont pas dans une logique commerciale du tout en fait. Et par rapport à ça, est-ce qu'elles vous ont dit, enfin c'était quelque chose qui avait sur l'article que vous aviez de Fanny Mason, que vous aviez fort exposé à la fin, mais est-ce que, voilà, depuis les 20 dernières années, est-ce qu'il y a des succès de librairie? Est-ce qu'il y a certains succès en livre audio? Elle me l'a dit, elle m'en a pas. Oui, il y en a eu. Mais je sais pas, je ne pourrais pas vous dire les titres, mais oui, il y en a eu. Elle m'a dit que les livres audio. Ouais, du coup, elle disait aussi que maintenant ils n'étaient plus en quête de légitimité. Voilà, ça marchait très bien les livres audio. Que ça marchait très bien. Du coup, ils sont reconnus comme une vraie salle littéraire. Avant, une critique qu'elles avaient, c'était que. En fait, les livres audio, c'était pas du tout légitime, qu'elles faisaient que relire juste simplement un livre et que ça mettait pas en avant le travail de l'auteur. Et là, maintenant, c'est complètement acquis. Ça, c'est super. Ok, bon, bravo en tout cas. Alors, on poursuit du coup. Alors, après, on a un groupe sur la réception, Iliana, Samuel, Thomas, Victor. Ouais, vous voulez bien faire peut-être passer. Et du coup, essayez de nous faire synthétique en 5 minutes. Ouais, il n'y aura pas plus, hein, de toute façon. Mais nous, du coup, on a pris donc Samuel, il a réalisé un entretien avec une amie de sa grand-mère, donc qui a 68 ans, qui était prof de français, donc elle est retraitée maintenant. Et donc après, on a pris 3 autres entretiens de la liste. On a fait le choix de prendre que des femmes. Parce que les entretiens, les deux, je sais plus combien il y en avait, 2 ou 3 entretiens des hommes, et on n'a pas trouvé que c'était très intéressant, si on peut se permettre. Donc on a pris.
Donc on a pris que des femmes, et puis ce qui est bien, c'est qu'on a pris 23 ans, 31 ans, 54 ans, et du coup avec notre nouvelle enquêtée, ça fait 68 ans, donc ça fait un peu tous les âges. Ce qu'on a retenu aussi, et notamment avec le nouvel entretien, c'est que la femme de 68 ans, elle pratique le livre audio en même temps qu'une autre activité, en faisant son jardin. Elle répétait souvent qu'en faisant son jardin, au lieu d'écouter de la musique, elle écoutait des livres audio. Et c'est ce qu'on avait relevé aussi dans les 3 autres entretiens, que ce soit avec une idée finalement d'associer la lecture du livre audio plus dans une lecture de divertissement pour faire quelque chose d'autre, que ce soit les tâches domestiques ou aussi autre chose, avec aussi une vision d'optimiser son temps, c'est-à-dire faire 2 choses en même temps, et comme ça le temps est rationalisé. Mais aussi on a perçu aussi la question de la légitimité autour du livre papier. Il y a toujours cette distinction, que ce soit dans notre nouvelle enquêtée ou les 3 autres enquêtes. On a toujours cette distinction entre le livre audio, qui est perçu comme un divertissement ou comme quelque chose qu'on peut faire en même temps, alors qu'on a cette légitimité autour du livre papier un peu sacralisé. Ça ne vaut pas un bon bouquin, par exemple. Notre nouvelle enquêtée, elle a dit. Donc c'est ce qu'on a retenu entre le fait que ce soit une multi-activité, mais aussi une distinction entre les livres audio et le livre papier. Et je crois que c'est tout. Enfin après voilà quoi. Je sais pas si ça fait 5 minutes. Mais... Est-ce que vous avez repéré les différences chez votre nouvelle enquêtée, du coup, entre les livres qu'elle écoute en format audio et les livres qu'elle lit en format papier en termes de genre, d'auteur? Je crois que oui, parce que justement elle disait que au niveau de ses bons bouquins entre guillemets, en plus elle était prof de français, tout ça, donc elle lisait beaucoup plus de toute la littérature dite légitime, etc. Alors que vu que c'est un fond sonore pour les livres audio, elle lisait plus de la fiction, ou je sais plus trop ce que c'était, mais c'était plus ça n'avait rien à voir avec les livres plutôt classiques qu'elle pouvait lire. Et je sais plus où je partais, mais voilà. Moins légitime. Oui, voilà, c'est... On enchaîne du coup? C'est bon? Oui, oui. Merci, c'est bien. Merci. Alors, on a le groupe qui travaille sur le petit Saturnin. Ouais. C'est ça, pas le petit Saturnin. C'est où? Là. Laurent devant. Tu commences? Du coup, nous on travaille sur le petit Saturnin. C'est une maison d'édition qui se situe à Angoulême. C'est principalement une maison d'édition qui fait des BD sonores, mais en fait ils ont aussi un showroom qui expose des œuvres, que ce soit genre de la sculpture par exemple. Ils organisent aussi des concerts animés ou quelque chose comme ça, mais en gros c'est où ils peignent pendant que la bande dessinée elle est diffusée en sonore. Et du coup nous par rapport à cette maison d'édition, on voulait interroger la question de la légitimité culturelle, comme il y a une multiplication de supports avec notamment la théorie sur le modèle éclectique et l'omnivorisme d'Olivier Donat. Voilà. Oui. Puis on voulait aussi, oui c'est ça, on voulait interroger l'accès, la démocratisation des œuvres, sachant que c'est une maison d'édition qui fait aussi beaucoup pour l'enseignement. Il y a une malle pédagogique qui est mise à disposition, sachant que le but premier, notamment pour les enfants, c'est de rendre accessibles certains sujets qu'on évite de parler avec eux, car on les juge compliqués, qu'on voudrait se centrer
sur ça et il y a aussi un gros enjeu du patrimoine dans cette maison d'édition. Il y a des BD qui sont par exemple sur la ville d'Angoulême elle-même, qui présente l'histoire de la ville, ses monuments, tout ça. Et donc du coup on a fait un entretien avec la fondatrice de la maison d'édition, Audrey Sedano. Alors cette maison d'édition, c'est une maison d'édition familiale. Alors c'est surtout elle qui s'occupe autant, alors c'est la fondatrice de l'édition, mais c'est aussi elle qui peint et fait les illustrations, et c'est elle qui écrit les scénarios avec son mari. Les illustrations, elle les fait avec sa mère aussi, et sa grand-mère à un moment. C'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant, parce qu'elle n'a pas du tout commencé dans ce domaine-là, elle fait un doctorat d'informatique. Et ensuite, elle s'est rendue compte que ça l'intéressait pas vraiment. Et elle voulait faire quelque chose où elle avait besoin de plus de liberté. Elle voulait pas vraiment avoir un patron au-dessus d'elle. Donc, elle a créé sa maison d'édition, du coup. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est que quand on a commencé à lui parler, du coup, de la question de légitimité, alors oui, la BD, et surtout la BD sonore, est quelque chose de légitime, mais quand on a commencé à parler aussi des livres audio, elle était moins fan du concept, on va dire. Elle ne trouve pas que les livres audio, ça apporte quelque chose. La BD sonore, alors... La BD sonore, ça apporte quelque chose parce que c'est la façon dont elle le fait, c'est vraiment... c'est un peu comme du théâtre, en fait. Il va y avoir des acteurs qui vont rentrer dans des rôles, qui vont dire la BD d'une façon très dramatique. Et il va y avoir les images à côté aussi, qui renforcent l'audio. Mais quand elle parlait des livres audio, elle disait que c'était juste des livres lus d'une voix monotone qui n'apportent rien à l'histoire en plus. Et donc elle trouve qu'il y a une moins... Alors, de ce que j'ai compris, il y a une moins grande légitimité au livre audio qu'à la BD sonore qu'elle fait là. Ce qui était assez intéressant à voir. Aussi, on a parlé du coup de la légitimité alors au niveau de l'édition. Et elle dit qu'alors effectivement son concept est moins populaire que les autres types d'édition. Et que, alors elle ne pense pas qu'elle va changer, qu'elle va bouleverser le paysage de l'édition actuelle, mais que c'est un moyen pour elle de présenter de nouvelles alternatives et de nouvelles visions de faire le livre aussi. Voilà. C'est super intéressant comme objet. Voilà, il y a le côté vraiment transmédiatique entre l'image et l'audio. Et ouais, ça, effectivement, quand vous le soulignez bien, ça pose plein de questions en termes de support d'un côté, en termes de légitimité. Oui, et puis qu'elle-même, elle a du mal avec l'étiquette du livre audio, c'est intéressant en fait, parce que du coup, il y a plutôt l'inverse, j'ai l'impression en ce moment où les gens veulent prendre l'étiquette du livre audio et puis on voit qu'il y a différentes manières de définir le livre audio. Et je me pose la question un petit peu comme sur Benjamin Médial, la rentabilité de la maison. Après, ce qui est particulier, c'est que cette maison d'édition, c'est sous l'égide un peu des associations de 1901. Ah, ben voilà. Donc voilà, c'est à creuser, mais c'est un travail qui est collaboratif entre plusieurs artistes, parce que ils peuvent aussi inviter certains à exposer et tout. Donc je pense que ça va quand même plus... la vraie volonté qui est mise en avant, notamment sur le site, c'est de rendre accessible, plutôt qu'une logique commerciale. Elle fait pas beaucoup de tirages de base. Là, elle est à 1000, je crois, tirages pour chaque ouvrage. Parce que son but, c'est... Elle aime pas vraiment le fait qu'un livre, ça puisse être vite fait lu et ensuite... mis sur le côté comme ça. Elle a vraiment envie de quelque chose qui reste dans le temps. C'est pour ça que... Sur la même exigence un petit peu artistique que sur Benjamin Médial, il y a des parallèles intéressants.
C'est super. Et oui, sur la BD sonore, donc j'ai appris entre-temps que Astérix avait été mis aussi en livre audio. Enfin, voilà. Donc en fait, la BD... Ça se développe. Ça se développe. Alors, du coup, on enchaîne quand même le temps d'écouter les deux derniers groupes très rapidement. Le groupe sur Plume de Pan. Ouais. Vous avez 3 minutes. Donc nous, on a travaillé sur la production de la structure Plume de Pan. Elle est basée à Strasbourg. Et on a décidé donc de se baser essentiellement sur le site, parce qu'il y a pas mal d'éléments sur ce site-là, et aussi sur quelques articles. Et en fait, il n'y a pas vraiment de catalogue dans cette association. C'est plus des livres qui ont eu des prix, mais pas vraiment de catalogue. On ne peut pas acheter de livres audio. Voilà, donc c'est vraiment plus pour la promotion du livre audio que pour en acheter. En première partie, on a parlé du fait que l'association était un acteur clé pour la démocratisation du livre audio, en expliquant qu'elle touchait un large public et qu'elle était inclusive. Elle mettait en avant les personnes malvoyantes, non-voyantes et aussi les personnes atteintes de dyslexie. Et du coup, voilà, qui voulait rendre leur lecture accessible à tous. Elle est liée aussi à pas mal de médiathèques et aussi d'autres associations. Et elle est aussi au Festival du livre audio et du podcast, où elle fait pas mal de projets pédagogiques avec des formations, où il y a des conférences et aussi des moments de lecture où il y a des prix qui sont remis. Et du coup, il y a une autre part un peu des missions de l'association, c'est qu'elle met en place des initiatives pour venir en aide aux professionnels. Du coup, il y a une partie publique et une partie plus pour les professionnels du livre audio. Du coup, d'abord, elle propose un système un peu d'adhésion au site. Donc, il y a une sorte d'offre d'abonnement et pour les abonnés, il y a une offre de formation et un accompagnement personnalisé. Et aussi, pareil, durant les festivals, il y a des rencontres qui peuvent être organisées entre les différents professionnels du livre audio, donc que ce soit les éditeurs, les studios et du coup les lecteurs, auteurs, je sais pas trop comment on peut dire. Il y a aussi une bourse d'aide à la production sonore qui a été délivrée donc par l'association. Donc il y a eu la première en 2023 où il y a eu 2 lauréats. Donc ça encourage en fait la production de livres audio originaux. Donc ces 2 lauréats qui ont gagné avec 2 projets différents et la bourse elle va leur permettre d'avoir des moyens matériels pour mettre en place leur projet. Et ils ont aussi ouvert un centre de ressources du livre audio et du podcast. Donc sur leur site internet on trouve pas mal d'informations sur les professionnels du livre audio. Donc il y a un guide des studios de production de livre audio et de podcast, un guide des éditeurs. Et ils ont aussi réalisé une enquête qui porte sur les éditeurs du livre audio et du podcast. Et du coup, c'est plein de ressources qui peuvent être utiles pour tous les professionnels pour qu'ils se rencontrent entre eux. Et... Tous les groupes. Ouais. Donc voilà. Quelque chose c'est bien, hein, bravo, c'est bien. J'aime beaucoup le prix, les bourses, c'est pour des livres nativement audio. Ça c'est intéressant aussi parce que vous voyez, là aussi, les définitions un peu différentes. Benjamin Média fait du livre nativement audio, mais sur le marché du livre, ce qui domine, c'est l'idée qu'on va prendre du papier et le transformer en livre audio. Et donc là, voilà, il y a aussi, on est sur le pôle un petit peu sur Benjamin Média, le petit Saturnin et la Plume de Pan, de dire non, on fait des produits vraiment spécifiques, singuliers. Le livre audio, c'est un métier et une recherche exigeante. Et voilà. Alors il nous reste 2 minutes 3 si on déborde un tout petit peu pour le groupe sur boucle d'oreille. Oui. Ouais. Le dictaphone et on vous écoute.
Alors pour Boucle d'oreille, on a remarqué une forte évolution depuis 2020 parce que donc en 2020 il y avait 3500 je crois références littéraires et aujourd'hui il y en a plus de 10 124. Il y en a 10 124. Ils ont vraiment cherché à moderniser la plateforme et ils cherchent vraiment à être le plus accessible possible. Et que le site web soit lisible notamment pour les malvoyants, les personnes malvoyantes. On a principalement, nous, nos recherches, on les a fait beaucoup sur le site. Il y avait des articles dessus qui datent un petit peu, mais du coup on peut mettre à jour avec les informations du site. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram notamment. Et on a aussi regardé pour la réception un petit peu, on a regardé les commentaires des usagers sur plusieurs plateformes. Il n'y en a pas énormément. Oui, mais il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le problème de téléchargement notamment. Et il y a aussi, notamment même sur leur compte Instagram, ils mettent une astuce. En fait, ils visent plus le site web pour rechercher les livres qu'on voudrait écouter et ensuite utiliser l'application pour du coup les écouter. Et l'application, elle est seulement depuis 2020. Du coup, oui. Ils ont été présents quand même longtemps avant d'avoir une application. Aussi, on voit beaucoup, ça revient beaucoup la concurrence et le fait que ce soit pour protester face aux grandes plateformes audio comme Audible et iTunes, et que c'est un peu un truc aussi militant d'avoir fait cette plateforme locale. Voilà. Oui, ils disent vraiment qu'ils ont, en plus de l'accessibilité dans leurs valeurs, ils comptent aussi l'indépendance, et notamment en proposant des éditeurs indépendants aussi. Ah, et aussi, avant c'était une plateforme de production, et maintenant c'est plus un relais de... Oui, ils produisent plus de livres. Oui, c'est plus la vente. Et oui, et la différence aussi, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Avec les autres plateformes, il n'y a pas d'abonnement, du coup c'est une plateforme d'achat des livres. Il n'y a pas besoin de... Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est beaucoup des romans policiers, romans contemporains et développement personnel qui sont principalement publiés. Et les plus écoutés aussi. Et les plus écoutés, oui. Est-ce que vous avez quantifié un petit peu le catalogue en nombre de titres Il y en a... du coup, on a calculé le nombre, il y en a 10 124, et ils ont un onglet dans leur site où ils mettent le nombre de titres par genre audio, donc on a vu ça. Oui, c'est... du coup, les premiers, c'est romans policiers, il y en a à peu près... Il y en a 1419. Mais là, c'est pas eux qui produisent, ils sont édités... Enfin, en fait, je suis un peu perdue sur... Ils produisent du livre audio ? Ils ont produit pendant plusieurs années et maintenant ils diffusent simplement sans produire. Ouais. D'accord, ça c'est super, il faut commencer par ça, parce que c'est très intéressant. Ouais, il faut vraiment expliquer cette évolution du positionnement de la structure. Et donc 2020 c'est le repositionnement, mais ils ont été créés quand ? 2012. Il y a un site qui a dit 2009, mais je crois que c'est 2012. Super. Oui, soyez bien clair sur la présentation de la structure, dire qu'initialement ils faisaient de la production et maintenant ils font plus que de la diffusion, depuis quand, et si vous avez des éléments un peu explicatifs de pourquoi ce changement d'acte, ça peut être intéressant aussi. Et donc la concurrence avec Audible, évidemment, mais il y a aussi, vous avez parlé de Prose. Regardez Prose, c'est aussi un concurrent à l'autre, parce que eux ils favorisent la librairie indépendante, c'est encore un autre système. D'accord. Ça peut être intéressant de continuer de l'oreille par rapport à Audible d'un côté et Prose de l'autre. Mais c'est super, voilà. Et ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à tenter de faire un petit entretien par téléphone, ça mange pas de pain en fait. Ok, oui. En tout cas, c'est intéressant, vraiment plein de choses.
C'est terrible. Heureusement qu'on a su parler que 3 minutes. Heureusement qu'on était en dernier. C'est qu'ils avaient plus d'attente aussi élevée. Fait que nous on a pu faire tout notre boulot là. Mais en plus on a. Parce que du coup là, en fait, c'est qu'on a fait. Ouais, on a fait télé soir, on avait plus rien à dire. On était en mode. Alors oui, parce qu'il y a aussi ça, et puis il y a aussi ça. C'est terrible. C'est clair. Mais du coup, je vois à peu près ce qu'on peut dire maintenant. On a des trucs genre. Mais je pense du coup, faut aussi revoir le plan qui part en cacahuète. Carrément. Et franchement, un petit entretien en vrai, si on arrive à la voir, ça pourrait être pas mal. À obtenir de part. Mais surtout qu'en fait, Olivier là, le frérot, il est présent jusqu'en 2014, et puis après, il parle plus. Et il y a un interview en 2020. Ah, c'est pas lui, ça serait à voir. Parce que lui, bah, c'est super bien, parce que lui, il a fait 3 interviews, c'est lui le fondateur. Et en vrai, ce serait cool si on peut lui parler, parce que je trouve qu'il est sur LinkedIn et tout, on peut lui envoyer un message. Oui, c'est vrai. Et sinon, on peut même envoyer un message à l'assistance. J'ai mis un mail pour l'assistance d'oreille, machin, pour voir si on peut avoir quelqu'un. On aurait peut-être des infos en plus. Ah, faut peut-être. Parce qu'en plus, ils se positionnent pas. Non. Parce qu'en plus, ils se positionnent pas vis-à-vis de. Vis-à-vis de ce qu'ils peuvent faire, quoi. C'est le bazar de c'est pour ça que je suis en mode. Et en fait, on a des. Tu les achètes en son nom. Bon, après, tu vois. Après, c'est une présentation orale, enfin, tu vois.